24 fathoms. 23. 22. 21. 20. 18, 17, Je peux applaudir Baptiste qui nous a fait cette magnifique introduction. Bonjour à vous, merci d'être là pour fêter dignement le retour de GG à Lyon. Merci à Elliot. Donc voilà, il a été présenté, tout le monde a été présenté là du coup. Mais soirée micro ouvert, ça veut dire que dans un premier temps, évidemment, on va discuter gentiment avec Elliot. Et puis ensuite, vous pourrez prendre la parole. C'est à ça que sert aussi le siège vide. Il suffira de venir sur le siège vide et vous pourrez prendre le micro. Et en attendant, petit propos introductif peut-être pour recadrer un petit peu. Il est dans le train et il est rentré à Lyon. Il est arrivé le jour même à Perrache. Et le soir, il était sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes pour dire que ici à Paris, c'est pas comme ça. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il était allé y faire. Et donc il était sur France 3 le soir même, sur CNews le même soir, et le lendemain, il a fait un peu tous les médias locaux lyonnais pour expliquer que ce qui l'a toujours intéressé vraiment, c'était Lyon, que Paris, voilà, ça c'est... C'était l'appel du devoir. Voilà, c'est ça, et que Paris, il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons d'y rester, mais il n'a pas été très clair sur ses raisons de départ. Et puis, du coup, toi, Elliot, qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as assisté un peu à ces événements un peu extraordinaires quand même? Je crois que tu as oublié un épisode qui est celui où il a signé à TLM le retour du fils prodige. Et je crois que ça manque pas de panache quand même de saluer cette petite dédicace de sa part. Qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà, j'ai envie de dire que Gérard Collomb n'a jamais vraiment quitté Lyon. Il était toujours un peu là, un peu parmi nous. Quand on sait que le maire intérimaire, à savoir Georges Képénékian, ou le président de la métropole, David Kimmelfeld... Justement, excuse-moi Elliot, qui connaît Georges Képénékian ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, on a une petite moitié qui connaît Georges Képénékian, ce qui est, je pense, supérieur aux Lyonnais en général. Et voilà, et on savait que ces deux individus, ces deux élus, allaient régulièrement à Paris prendre des consignes auprès du ministre de l'Intérieur. Donc la ligne politique qui a été menée à Lyon pendant l'absence de Gérard Collomb était quand même celle de Gérard Collomb. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu vraiment de changement. Non, moi je suis profondément choqué de la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme un peu d'indécence, d'un sentiment de... je peux partir quand je veux, je démissionne le soir même, je suis à Lyon.
Mais ça, c'est un affront à Macron, c'est pas tellement un affront aux Lyonnais, au contraire. Mais je trouve que c'est un affront aux Lyonnais aussi, dans le sens où on revient ici en disant bah, lui, il dégage, reprend sa place, etc. Il y a quelque chose d'un peu méprisant pour la démocratie. Et même, je trouve qu'il y a quelque chose d'irresponsable quand on est ministre de l'Intérieur, qui est quand même pas rien, gérer un ministère de l'Intérieur avec tout l'aspect régalien que ça concerne, et de dire dans son discours de passation, c'est quand même un élément qui est important, il dit il y a une situation qui est compliquée dans un quartier difficile, jusqu'à présent on était côte à côte, demain on sera face à face. Dire ça et partir du ministère de l'Intérieur, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez irresponsable, et dans aucune entreprise on permet à des gens de démissionner comme ça du jour au lendemain, il y a un préavis ou autre. Enfin, voilà, donc je trouve que de ce point de vue-là c'est particulièrement indécent, et ça reflète aussi un sentiment un peu de pouvoir absolu chez certains élus comme Gérard Collomb. Pour moi, ce qui souligne aussi la soudaineté du départ de Gérard Collomb, c'est l'organisation du G6, donc, qui a lieu la semaine prochaine, ou en ce moment, je ne sais plus exactement. Jeudi, ouais. Mercredi et jeudi, ouais. 8 et 9 ? Ah ouais, c'est ça, 8 et 9. Et Collomb a donc fait organiser ce G6 à Lyon, parce que traditionnellement, ça s'organise dans la ville d'origine du ministre de l'Intérieur du pays qui accueille. C'est G6 des ministres de l'Intérieur, voilà, des pays... des 6 pays les plus peuplés de l'Union européenne. Et donc là, c'est organisé à Lyon, et Collomb, il s'en fiche, il est parti avant le début de l'événement. C'est de dire à quel point il s'intéressait à sa fonction, quoi. Pour moi, c'est assez parlant de la soudaineté du départ du ministre. Mais du coup, on pourrait se dire au contraire, mais du coup, il adore Lyon, quoi. Il y avait tout un papier dans le Libé des géographes cette semaine sur ces espèces de barons locaux. Alors, Juppé à Bordeaux, bon, avant c'était Herriot aussi à Lyon, et puis maintenant Collomb à Lyon, qui, quand ils sont élus au début, bah, c'est génial, c'est du renouvellement, et puis les électeurs se sentent flattés d'avoir une figure d'envergure nationale qui s'intéresse à leur ville. Et puis, bon, c'est moins le cas peut-être de Collomb quand il arrive. Je ne sais pas s'il a déjà une envergure nationale. Pas trop, hein, non. Il a galéré avant de l'avoir d'ailleurs. Mais bon, et puis au bout d'un moment, voilà, première élection. Bon, d'abord, c'est le vent du changement. Il y a un nouveau souffle de modernisation de la ville, etc. Et puis, dès la première réélection, ça y est, la ville est considérée comme ça y est, c'est la mienne. Ça y est, c'est la mienne, je n'en bougerai plus, c'est à moi, c'est chez moi, c'est mon fief. Et ils vont construire un petit peu non seulement leur image personnelle sur l'image de la ville, et puis l'inverse est vrai, la ville devient à leur image, ils vont la transformer autant que faire se peut. Et ces figures sont nombreuses, il y en a un petit peu partout en France, voilà, de ces maires inamovibles pour lesquels on revote presque par habitude. Donc cette figure, enfin, on va dire que cette situation leur donne un certain pouvoir, un certain rayonnement aussi. Bon, d'autant plus quand il s'agit de Lyon, qui est quand même une métropole d'envergure européenne, quoi. C'est quand même un gros truc. Et c'est pour ça que c'est tellement important que tu peux lâcher le ministère d'un gouvernement qu'on dit déjà un petit peu, enfin d'un pouvoir central qu'on dit déjà en fin de règne. Il y avait un papier cette semaine, enfin la semaine dernière, je ne sais plus, sur Mediapart, qui racontait un petit peu que bon, ça y est, Macron, il est lâché. Il est lâché pas seulement par Hulot, mais il est lâché de partout. Il disait même que la situation est pire que Hollande au même moment, ce qui veut dire beaucoup quand même. Voilà, l'isolement du pouvoir, etc. Bon, Macron sent que ça pue, il retourne. Collomb sent que ça pue, donc il retourne vers cette situation qui a plus d'avantages pour un élu d'avoir ce bastion-là. Ça, je sais pas, je pense que c'est effectivement sa stratégie. Il a quitté le ministère de l'Intérieur, je pense, pour ne pas avoir à être associé à l'échec du gouvernement au moment des municipales. Je pense que c'est une tactique un peu électoraliste. Pas des européennes de ce type-là. Non, je pense que c'est lié pour les municipales, et que l'idée aussi de Gérard Collomb est de revenir suffisamment tôt à Lyon pour se refaire en quelque sorte. Parce qu'il a été, en tant que ministre de l'Intérieur, je crois qu'il a révélé un autre visage aux Lyonnais qui avait pu le connaître, comme tu l'expliquais, comme quelqu'un qui avait pu à un moment donné moderniser la ville ou refaire les berges, faire les vélos, et quelqu'un qui vient à la fête de quartier, qui serre la main. Enfin, voilà, il y avait peut-être un peu de ça. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, on a bien vu comment il a géré le dossier de la loi asile-immigration. On a bien vu comment il a été avec les identitaires. On a bien vu comment il a été menteur aussi dans l'affaire Benalla. Et je pense que toutes ces étapes-là ont permis aux Lyonnais aussi de voir un autre visage de Gérard Collomb, qui est celui que certains d'entre nous connaissaient déjà bien. Mais, et on le voit bien, il y a eu un sondage, alors
ça vaut ce que ça vaut, il faut le prendre pour ce qu'il est, mais il y a eu quand même un sondage qui montre qu'aujourd'hui, une majorité écrasante des Lyonnais ne veulent plus de Gérard Collomb. Je crois qu'on était autour de 63, voilà, quelque chose comme ça. 58, 60%, on peut dire 63, moi ça me va, mais du coup, voilà. C'est peut-être moins, oui. En tout cas, le phénomène montre que les Lyonnais ne veulent plus de Gérard Collomb, et je pense que son passage au ministère de l'Intérieur en est pour quelque chose, et que dans sa tête, il se dit qu'il va pouvoir aujourd'hui se refaire en vue des prochaines élections. Ouais, le problème que je vois, moi, c'est que Collomb a quand même énormément de réseaux à Lyon, et que aujourd'hui, moi, je vois personne, que ce soit chez les Républicains, France Insoumise ou autres, capable de tenir tête à Gérard Collomb avec les réseaux qu'il a, avec l'influence qu'il a, et que même si un peu de défiance de la part des Lyonnais, il n'y aura personne en face pour être capable de lui tenir tête. Ça va être très dur de le faire tomber, en fait. Alors, moi, Tu vas un peu vite, je voulais qu'on y arrive qu'après, ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est effectivement une problématique qui se pose à nous et à nous tous pour le camp, on va dire, des humanistes lyonnais. Spécifions peut-être ce que sont ces réseaux. Parce que par exemple, on a parlé de GL Events, Oui. on a parlé de choses comme ça, des réseaux dont Macron a bénéficié. Qu'il a utilisé pour notamment monter sa candidature. Gérard Collomb c'est pas un soutien de la dernière heure de Macron qui se dit oh là là ça peut passer, j'y vais au dernier moment. Non, Macron dès le début est soutenu par Collomb et Collomb met à sa disposition des salles, des réseaux et cette fameuse boîte GL Events pour lesquelles il y a où ça en est au niveau légal cette histoire, tu sais toi? Non, tu n'as pas, donc tu ne parles pas. Donc oui, tu allais dire, ça veut dire quoi un réseau local? Mais je pense qu'effectivement, il bénéficie d'un certain nombre de réseaux, vous l'avez dit, qui sont ceux qui créent la start-up lyonnaise ou l'attractivité de Lyon, mais c'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux Lyons en quelque sorte. On a un Lyon actuel, qui est celui qu'incarne Gérard Collomb ou les élus macronistes, qui est celui d'un pouvoir qui s'est au fur et à mesure depuis 2001 replié sur lui-même, qui a peur aujourd'hui de la concertation, qui a peur de partager la décision, qui imagine Lyon uniquement comme un objet marketing. Enfin, voilà. Et je crois que de l'autre côté, on a un Lyon qui émerge en quelque sorte, mais qui a besoin aujourd'hui aussi d'être incarné, mais qui est celui d'un Lyon qui avant tout se repose sur des initiatives citoyennes, va demain essayer de s'intéresser davantage à comment construire une écologie urbaine, l'écologie de demain dans les villes. Et je pense que voilà, et ça va être le combat à mener. De ce point de vue-là, les élections municipales vont être très intéressantes parce qu'on va avoir des projets qui seront radicalement différents. Bon, avant ça, il y a les européennes, déjà. Donc Macron, il va se voter aux européennes. Petit, on fait un peu café du commerce, hein, deux secondes. Allons-y. Hein. Allons-y, comment ça va se passer les européennes, à ton avis? Je pense qu'il va se voter. Ouais. Il va se voter bien. Non, je pense que les élections européennes sont déterminantes et que malheureusement, on n'a pas. J'ai l'impression que c'est pas l'élection phare auprès des gens. On voit bien que aux différentes élections européennes, la mobilisation citoyenne n'est pas présente. Alors que aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de directives qui sont votées ou des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale viennent directement de directives de Bruxelles ou du Parlement européen. Donc je crois que c'est très important de s'intéresser, de se pencher sur cette question-là, notamment par rapport à la question écologique, qui est extrêmement importante quand on voit les différents traités transatlantiques ou avec le Japon ou autres qui sont en train d'être négociés au Parlement européen. On s'aperçoit que les conséquences aussi de ce qui se fait au niveau européen ont directement des répercussions au niveau local sur nos services publics, sur notre alimentation et autres. Et donc l'élection européenne est de ce point de vue-là très, très importante. Pas uniquement pour être un référendum anti-Macron, ça peut l'être, mais je pense qu'il faut aussi présenter un projet et que, voilà, je parlais de l'écologie, il y a un certain nombre de projets qui peuvent sortir. Donc oui, les européennes sont importantes et aussi auront un impact sur les municipales. Après, aujourd'hui, Emmanuel Macron, on l'a bien vu avec les deux démissions de ministres d'État, à savoir Nicolas Hulot et Collomb, avec l'affaire Benalla. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement est dans une vraie crise et que ça va être compliqué pour eux aux européennes. En tout cas, j'espère que la France insoumise et le camp des humanistes de manière plus générale saura proposer une vraie alternative. On y arrive. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ton parcours. Parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas, tu es peut-être venu avec des amis. Hein. Que les amis d'Elliot Aubin lèvent la main.
qu'on voit un petit peu. Oh, t'as pas non plus J'ai bourré pas la beaucoup salle. d'amis ce T'as soir. pas bourré la salle. Mais voilà, toi, donc du coup, tu es adjoint à la mairie du 1er. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça va être l'occasion déjà d'une part de nous raconter toi ce que tu fais au quotidien, et ensuite quelles sont les prérogatives, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mairie d'arrondissement, Surtout face à un pouvoir comme celui de Colomb, qui est particulièrement... voilà, par rapport au pouvoir de Colomb et par rapport au pouvoir central de Paris. C'est quoi les prérogatives? À part la politique, bon, on s'imagine la politique culturelle, l'organisation d'événements, bon, ça va de soi, mais par exemple sur le logement, sur les questions un peu plus dures. Ben, c'est justement la question qu'on se pose au quotidien dans notre rôle. Donc oui, je suis élu à la mairie du 1er arrondissement, adjoint à Nathalie Perrin-Gilbert. Je suis en charge, moi, des délégations de lutte contre les discriminations, de vie associative, de sécurité, de principes républicains, d'insertion professionnelle, de proximité, enfin bon, bref, un certain nombre de délégations. Comment une mairie d'arrondissement peut s'opposer à la mairie centrale ou à la métropole? C'est une question qui effectivement guide notre mandat. On a essayé de montrer par un certain nombre de luttes ou de réalisations qu'on pouvait essayer de faire une ville autre que celle qui est aujourd'hui proposée ou imposée par la mairie centrale. Donc je pense qu'il y a à la fois sur la méthode, on voit bien que quand Gérard Collomb a mis en place la métropole, qui était en fait son objet, qu'il a construit lui-même pour lui-même, c'est l'idée de centraliser en quelque sorte le pouvoir. Et ben nous, on a essayé en mairie d'arrondissement, alors à une échelle complètement différente, c'est pour ça que c'est difficile de comparer, mais on a essayé de mettre en place davantage une démocratie participative avec la mise en place, par exemple, d'un conseil territorial. Un conseil territorial, c'est une nouvelle instance qui permet à des associations, des collectifs de citoyens, à des habitants ou autres, de siéger en conseil d'arrondissement avec nous élus et de nous interpeller sur des sujets qui les préoccupent au quotidien. Et ça permet, donc c'est effectif depuis environ un an et demi, ça permet de faire vivre réellement le débat au niveau local. Donc ça, c'est sur la méthode. Après, sur des projets très concrets, je vais prendre un exemple qui, pour moi, symbolise bien la lutte qui peut exister entre nous et celle de la mairie centrale. C'est l'ancienne École nationale des beaux-arts. C'est un bâtiment qui est vide, qui est rue Néret sur le 1er arrondissement. Et pendant la campagne municipale, nous avons présenté un projet sur ce lieu qui est à peu près de 5 000, 6 000 mètres carrés. On a proposé d'en faire une coopérative culturelle et artistique pour des résidents, pour des artistes, des résidences artistiques ou des lieux de travail, comme il en existe dans toutes les grandes villes européennes aujourd'hui, et malheureusement pas dans le centre-ville de Lyon. Et donc on a fait cette proposition-là. Donc on a gagné l'élection, on voit bien qu'il y a eu une adhésion à ce projet notamment. Et quand on a commencé à en parler avec les acteurs culturels, à construire un projet un peu plus concret, Gérard Collomb, dans le Progrès, du jour au lendemain, annonce la vente du bâtiment de l'ancienne École nationale des beaux-arts, avec un beau visuel en une, et pour le vendre au Crédit Agricole, pour en faire des lofts à 7 000 € du mètre carré, et des restaurants, etc., qui ne répondaient absolument pas aux besoins aujourd'hui du centre-ville et des pentes de la Croix-Rousse. Donc voilà, ça pour moi c'est un symbole qui est... Alors c'est pas fait, hein, c'est pas vendu, etc. C'était un effet d'annonce, mais c'est des batailles comme ça qu'on mène. Il y a eu la bataille notamment aussi par rapport aux bains-douches. Les bains-douches, c'était un service public où 50 à 100 personnes quotidiennement y avaient accès pour le soin, pour l'hygiène. Et la ville de Lyon a décidé de fermer les bains-douches dans les pentes de la Croix-Rousse pour, encore une fois, parce que c'est pas assez rentable ou ça ne permet pas d'avoir trop de bénéfices. Ouais, du coup, il reste que un seul bain-douche à dans Gerland, le 7e arrondissement, à l'opposé sur toute la métropole. du quartier. Puis on s'était utilisé par des sans-abri, par des Oui, gens. alors Donc autant les dégager, autant que faire se peut. voilà, Quoi. il y a un peu de ça, mais il n'y avait pas que des sans-abri, il y avait aussi des familles un peu précaires qui parfois peuvent avoir des complications voilà, dans leur propre logement. Et puis il y avait quelque chose du lien social aussi. Il y avait, voilà, moi quand j'avais discuté avec les gens du bain-douche, je m'expliquais que voilà, il y avait cette personne qui revenait tous les jours, et ça permettait c'était un peu son habitude à elle, enfin voilà. Et donc voilà, c'est vraiment l'image du service public qui se ferme, qui se privatise. Et donc nous, comment on fait en tant que mairie d'arrondissement? On n'a pas le pouvoir de mettre en place un service public comme ça, mais en tout cas, on a le pouvoir d'interpeller, d'alerter et de permettre la mobilisation. Et on a mené cette bataille-là, on en mène d'autres, mais je ne vais pas m'étaler, mais voilà quelques exemples. Quelques réussites aussi. Il y a eu à part des trucs où Colomb vous met des bâtons dans les roues, il y a eu, il y a eu des réussites. Je parlais tout à l'heure du conseil territorial, ça en est une.
Je ne sais pas s'il y a des habitants du premier arrondissement, j'imagine. On a aussi mis en place une revue contributive qui s'appelle 1, qui, pareil, a décidé un petit peu de casser les codes de la revue traditionnelle, comme par exemple le Lion citoyen, qui est un peu la promo de la parole des élus. Et donc on a décidé d'avoir un journal qui est complètement à l'opposé et qui d'abord donne la parole aux habitants, aux acteurs culturels, à des artistes, à des intellos, à des membres de réseaux ou autres. Et c'était des numéros thématiques, enfin c'est des numéros thématiques. Et voilà, ça permet aussi de créer le débat et de mettre en avant ce qui peut être fait sur l'arrondissement. Donc ça, c'est une revue contributive. C'est quelque chose qui a été assez important dans notre plan de mandat. Et puis après, il y a une autre réussite qui est les Halles de la Martinière. Alors c'était là encore une bataille historique avec la mairie centrale, parce qu'au départ, Gérard Collomb voulait vendre le bâtiment, donc les Halles de Martinière en bas des pentes, voulait vendre le bâtiment là, Cerise et Potiron ou Casino, pour en faire un supermarché et autres. Et grâce à la mobilisation des habitants, grâce notamment à la mise en place d'un collectif d'associations, d'habitants et en lien avec des producteurs locaux, etc., on a réussi à proposer un projet concret, crédible à la ville, qui était un peu, à un moment donné, obligé d'accepter en quelque sorte. Et aujourd'hui, on en a fait des halles avec des producteurs locaux en circuit court et qui permettent aussi de réinvestir ce lieu et surtout de ne pas le vendre et que les Lyonnais soient encore propriétaires en quelque sorte de ce lieu-là. Plus actuellement, il y a la salle Rameau, par exemple, où là encore, la ville de Lyon avait annoncé au départ la vente. Et grâce à la mobilisation à la fois de la mairie, à la fois des habitants, à la fois des assos, on est aujourd'hui sur un bail amphithéotique et on n'est pas sur une vente. Donc voilà, il y a des batailles qui sont gagnées, d'autres qu'on perd. Mais j'espère qu'en tout cas, demain, on aura plus qu'un arrondissement à gauche dans Lyon. Et en tout cas, on va mener la bataille pour. Ça va être des listes, du coup, c'est quoi, d'Alliance France Insoumise ou je sais pas quoi, que fait le PCF. Le PCF est en pleine, je sais pas si vous avez vu, c'était quand même le gros drama hier, avant-hier, non? Oui, vous avez Pierre pas vu Laurent a été mis en minorité. Ça a voté contre la plateforme de Pierre Laurent, du camarade Pierre Laurent. Donc le PCF est même divisé à l'intérieur. Alors il y avait une des plateformes qui voulait un soutien franc et massif à la France Insoumise, elle a fait à peu près 10%. Donc voilà, Clémentine Autain parlait à propos du résultat des votes, ça n'a rien à voir, mais c'est l'actualité, parlait à propos du résultat des votes au PCF, d'un repli identitaire du PCF qui a voté pour en gros la plateforme d'André Chassaigne, je ne sais pas si vous voyez, le vieux moustachu. Vous pouvez regarder ses interventions à l'Assemblée, à chaque fois c'est très bien, c'est très péchu, et c'est pas Pierre Laurent qui est un peu plus... Voilà, bon bref. Non mais ça peut compliquer aussi les discussions avec la France Insoumise, cette histoire-là. Et l'union des gauches, l'éventuelle union des gauches de transformation sociale. Et éventuellement aussi, maintenant c'est plus un gros mot de dire union avec le PS, parce que Collomb est plus vraiment au PS. Donc il reste un peu une section PS un peu fantomatique à Villeurbanne. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est envisageable ou plus du tout avec le Parti Socialiste, quoi? Puis il y a peut-être des amonistes aussi qui traînent. C'est le bordel, hein, à gauche. C'est le bordel. C'est le bordel. Hein. Avec le Parce PS, que toi, non. t'es pas de la France Insoumise. Tu viens de la France Insoumise? Oui, si, je suis Tu viens de la membre France Insoumise. C'est Nathalie Perrin-Gébert qui vient pas de la France Insoumise, qui vient du PS. Mais Ouais, elle a été au PS. si, il faut le dire, faut le dire. Non, mais oui. Faut l'avouer, faut l'assumer. C'est quoi la question déjà? Parce que... C'est quelle alliance pour les alliances pour les municipales? municipales? Voilà. Alors, c'est la question que beaucoup de gens nous posent actuellement et à laquelle je suis désolé de faire une réponse un peu langue de bois. On verra. Qui est en tout cas de dire qu'aujourd'hui, il y a une échéance d'abord qui est celle des européennes et qui est extrêmement importante et qu'avant de réfléchir, on va dire, au casting ou à la liste ou aux alliances, il y a, je crois, l'intérêt aujourd'hui de construire un vrai projet avec les Lyonnais sur qu'est-ce qu'on veut faire de la ville dans 10 ans, dans 20 ans, quelle est un peu notre vision. Et donc ce travail-là, on va le faire. Donc oui, je suis membre de la France Insoumise et on voit bien qu'aujourd'hui, la France Insoumise, que certains le veuillent ou non, est devenue incontournable à gauche et a permis aussi de faire avancer un certain nombre d'idées de réflexion sur la question écologique, sur la question démocratique, sur la question sociale. Et on va voilà, essayer d'aller dans ce sens-là. Après, non, il n'y aura pas de discussion avec le Parti socialiste. Ah bon? Voilà, ça, je ne pense pas que ce soit un scoop de ce point de vue-là. Et après, voilà, l'échéance actuelle, en tout cas, c'est les européennes. Et je pense qu'après les européennes, on pourra en reparler. Mais oui, mais toi, t'es pas impliqué dans les européennes, toi. Non. Ce qu'on Je suis pas entend, impliqué. Je suis pas candidat, mais voilà. je suis impliqué quand même. Ce qu'on entend, c'est que toi, du coup, tu es en train de te placer pour la candidature en ton nom dans le premier arrondissement.
Je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Non, c'est moi qui le dis. Je dis ce qu'on entend. C'est pas, ça n'effleure pas. Non, non, non. En tout cas, c'est pas d'actualité. C'est vrai, tu penses? Toi, tu m'avais sorti des trucs là qu'il avait dit. C'est Ouais, pas d'actualité. On a des bon. dossiers quand même. Voilà, c'est pas d'actualité. Bon, très bien. Mais les échéances, du coup, tu dis les européennes, mais vraiment là, c'est les municipales. Si Collomb revient, c'est parce que les municipales. Et si toi-même, en ce moment, voilà, tu es en train de... C'est parce que les municipales arrivent. Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Non, non, je pense qu'effectivement, le retour... C'est super important. Il faut rappeler aux gens peut-être qu'il y a deux élections dans lesquelles les gens votent beaucoup, dans lesquelles la participation reste très élevée, c'est la présidentielle et les municipales. Les gens aiment bien choisir leur maire, les gens aiment bien choisir leur président, autant que faire se peut. Donc voilà, c'est une élection cruciale. Alors, je ne vais pas être, hypocrite et vous dire que les municipales se préparent 2 mois avant. Évidemment que, surtout les municipales dans une ville comme la ville de Lyon ou la métropole, nécessitent une réelle préparation, et notamment sur la question du projet, de pouvoir budgétiser aussi un programme, etc. Et donc, tout ce travail-là est extrêmement important, et nous avons commencé en interne au sein de la France Insoumise déjà à travailler à la formation des militants et à ce que sont les compétences municipales, métropolitaines, en quoi ça consiste, être élu, comment fonctionne, parce qu'on ne sait pas forcément, enfin je veux dire, aujourd'hui, vous me dites à quoi sert la métropole, personne ne sait vraiment véritablement répondre à cette question. Donc, il y a les élections métropolitaines qui vont arriver aussi. Voilà, avec en plus le fait que la métropole de Lyon est une collectivité exceptionnelle, avec le même statut que la Corse, ça existe nulle part d'autre à part à Lyon. Voilà, c'est Gérard Collomb qui a créé ça. Donc du coup, voilà, il y a ce travail-là qui va être fait en interne. Après, voilà, je pense que, en tout cas, les municipales sont peut-être un peu plus précipitées du fait que Gérard Collomb a clairement annoncé sa candidature, et que maintenant, les 1 an et demi ou 2 ans qui restent d'ici 2020 vont être dictés par son agenda à lui en vue de la campagne. Bon, voilà, moi je pense que la politique ne se résume pas à être élu et à faire campagne, mais aussi de temps en temps à aller ce pourquoi on a été élu et aller jusqu'au bout du mandat. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, j'essaie déjà d'aller jusqu'au bout du mandat avant de prendre une réelle décision. Mais bon, en te rasant. C'est après les questions, mais Alors, c'est dans pas longtemps, c'est dans un quart d'heure. T'as dit une demi-heure de discussion. Bon, oui, c'est ça. ouais. Oui, non, mais parce que je voudrais que du coup, est-ce que tu peux nous rejoindre pour parler d'un autre sujet très précis? Parce que le retour de Lyon, c'est le retour de Collomb à Lyon, c'est aussi le retour de notre ministre de l'Intérieur. Et son bilan est très effrayant. Là, on ne va pas faire de la politique fun comme vous venez de faire, le café du commerce. Je vais parler de choses assez... Je vais essayer de ne pas vous la faire trop déprimante, parce que franchement, la question migrante à Lyon est bon. Dans le monde, n'en parlons pas. Bon, oubliez l'Aquarius, concentrons-nous sur ce qu'a fait Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, donc des brutalités policières à Calais, bon, ça vous savez tous. Une loi asile-immigration qui est scandaleuse. Moi, je ne me suis pas présenté, hein, j'ai bossé depuis 2 ans, j'ai un parcours dans le bénévolat associatif pro-migrants. J'ai été longtemps au Secours catholique, maintenant je suis au Secours populaire et à une association très jeune qui s'appelle Terre d'ancrage. Bon, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et donc... quand on vit de l'intérieur le fonctionnement de ces associations, on se rend compte vraiment de la monstruosité de ce qu'a fait Gérard Collomb. Bon, là, le côté bastonnade à Calais, je crois que vous connaissez tous, hein, vous avez tous vu les images à la télé. Je vais vous raconter ce qui se passait de l'intérieur, ce qu'on perçoit de l'intérieur d'un service comme là où j'étais au Secours Catho, où j'étais dans un service qui mélangeait l'accueil convivial et un accueil administratif d'accompagnement des migrants dans leur parcours de demande d'asile. Il faut savoir que le gouvernement Macron, à travers son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans la loi Asile-Immigration, je ne vais pas parler de toute la loi, moi je vais parler d'une seule disposition, celle que j'ai perçue comme étant la plus scandaleuse. Celle qui a réduit le délai de recours de 1 mois à 15 jours. Alors ça paraît très compliqué comme ça, mais on va expliquer très simplement. Un migrant, il demande l'asile, il a une première réponse, c'est non, voilà, et il fait un recours. Jusqu'ici, il avait 1 mois. Déjà 1 mois, c'est très court pour faire un recours. C'est des gens fragiles qui sont isolés souvent. C'est des gens, nous on essaie de les aider comme on peut, ils sont souvent à la rue, ils n'ont pas d'adresse postale normale, hein. On appelle ça une domiciliation postale, donc ils mettent 2-3 jours à aller chercher leur courrier. Après, il faut qu'ils trouvent un avocat, je parle du recours, hein. Le compte à rebours, déjà 1 mois, c'était très court. Quand on réduit ça à 15 jours, quand j'ai vu ça dans le journal, je me dis, ils sont fous, hein. Et donc voilà, cette loi est passée, il va falloir faire avec, hein. Je souhaite bon courage à tous mes collègues des assos pro-migrantes qui luttent au quotidien pour intégrer les migrants dans la ville de Lyon et ailleurs, parce que alors là,
pour accompagner les mineurs. C'est pas drôle ce que je raconte, mais bon, il faut dire la vérité. Hein. Après, je peux évoquer les luttes lyonnaises, hein, ce qui se passe à Lyon. Là, il y a quand même un peu une donne d'espoir. Il y a de nombreuses associations qui militent à Lyon pour le droit des réfugiés ou pour améliorer leur vie quotidienne ou leur vie relationnelle. On ne peut même pas dénombrer, ça va vous faire sourire, il est même difficile de recenser exhaustivement le nombre de collectifs, d'associations qui militent à Lyon pour les demandeurs d'asile. Ça va des associations très connues comme le Secours Cato, Secours Populaire, Forum Réfugiés. Après, vous avez une myriade de collectifs, d'associations très localisées. Vous avez même des collectifs informels qui ne sont pas des assos juridiquement. Vous avez les squats, vous en avez entendu parler, je pense. L'Infizet, bon, ça c'est connu. Hein. Et celui qui vient d'ouvrir sur les pentes de la Croix-Rousse, bon, je ne vis pas à la Croix-Rousse, je pense que certains d'entre vous connaissent ça mieux que moi. L'Amphizet, j'y suis allé plusieurs fois, mais je n'ai pas encore visité l'école Maurice Sèvres, le collège Maurice Sèvres qui s'est transformé en squat il y a quelques jours, je crois. Donc voilà, tout ça n'est pas très drôle, mais je crois qu'on peut faire quelque chose en militant localement, chacun à son niveau. Voilà. Et avant d'être ministre de l'Intérieur, c'était quoi son action locale sur le sujet, Gérard Collomb? Alors moi, je ne sais pas en fait. Je ne suis pas toujours intéressé à la politique locale, c'est par période, je ne peux pas trop te répondre en fait. D'accord. Peut-être Elliot. Non, je suis pas monsieur. C'est très tout, bonne monsieur, transition. tout, hein. Voilà. Oui, moi je voudrais juste rajouter quelque chose de ce que vient de dire Serge, c'est que il y a cette question effectivement sur le délai des 15 jours. Il y a notamment une autre mesure dans la loi immigration qui me semble être indigne au vu de ce que doit être aujourd'hui la façon dont on va gérer cette question, qui est notamment le rallongement de la détention administrative qui peut aller aujourd'hui jusqu'à 90 jours, même pour des enfants. Donc c'est quand même de ce point de vue-là assez indigne. Je crois qu'il y a aussi sur la méthode le discours aussi de Gérard Collomb qui était particulièrement dangereux dans cette période. Il a quand même parlé de benchmarking, je crois, en disant que les réfugiés pouvaient eux-mêmes réfléchissaient, disaient qu'il fallait plutôt aller en France que là-bas, ils faisaient du benchmarking entre les pays. On voit bien que tout ça est complètement absurde. Il avait parlé aussi du fait qu'il y avait des flux qui allaient venir faire submerger l'Europe. Enfin, c'est quand même le vocabulaire du Front National. Voilà, c'est quand même particulièrement le discours du Front National. Effectivement, au niveau local, à Lyon, il y a un élan citoyen de manière générale avec des associations qui s'est bien mobilisé depuis surtout cet été où on a vu un certain nombre de mineurs isolés être clairement à l'abandon à la rue. Avec le collectif Urgence Migrants et la mairie du 1er, on a mis un lieu à disposition des jeunes qu'on a essayé de créer comme un lieu de répit où au départ il y avait une vingtaine de jeunes, à la fin il y avait 150 jeunes. Et aujourd'hui, il y a effectivement la mobilisation des assos qui ont permis de réquisitionner un lieu pour essayer d'avoir un accueil un peu digne de ces jeunes mineurs isolés. De ce point de vue-là, il y a une vraie hypocrisie. C'est que, alors oui, on peut dire ça comme ça, c'est terrible, mais qu'en fait, normalement, aux yeux de la loi, c'est à la métropole de s'occuper de la question de la protection de l'enfance et de l'urgence sociale. Donc, la mairie d'arrondissement, les associations font le boulot, mais ce n'est pas aux associations de se substituer au pouvoir public et aux compétences des pouvoirs publics. Donc, la métropole est censée, à partir du moment déjà de faire le constat de minorité d'un jeune, aujourd'hui, elle le délègue à un prestataire qui est Forum Réfugiés. Et une fois que normalement ce constat est fait, elle doit ensuite être en obligation, si c'est un jeune qui est constaté mineur, le mettre dans un hébergement. Voilà. Un constat qui est souvent mal fait d'ailleurs. Le constat, il est fait de façon, là encore... on fait passer des tests osseux, hein, c'est comme assez... c'est pas très gai, hein, les procédures pour établir si le mineur est mineur ou s'il est majeur, parce qu'on soupçonne toujours le mineur de mentir. Enfin, il y a une paranoïa d'État. Alors que légalement, c'est le contraire. Il y a une présomption de minorité si le mineur explique être mineur, et c'est plutôt l'inverse qui se passe. En fait, il y a une présomption de majorité, et on va demander aux jeunes de prouver qu'il est mineur. Et on a vu un certain nombre de courriers qui sont quand même particulièrement abjects, où c'est écrit texto, hein, noir sur blanc. Le jeune physiquement ne fait pas mineur, en gros, hein, c'est écrit comme ça, hein. Donc ça pose question, alors que normalement il y a tout un récit à expliquer aussi le parcours du jeune. Bon, voilà. Mais donc nous on a essayé d'interpeller la métropole sur ses propres responsabilités, ses propres compétences. On va continuer de le faire, mais là c'est là où je vous dis que Gérard Collomb soit pas là ou pas, ou que ce soit David Kimmelfeld. Au final c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y
David Kimmelfeld ne s'est pas mobilisé sur cette question-là. Malgré ses grands discours, dans les actes, il n'y a rien eu. Bah, pire que ça, il y a des bâtiments vides sur Lyon qui sont inoccupés. On pourrait loger, les squats, c'est ça, c'est une occupation illégale, entre guillemets illégale. En fait, il faut simplement que loger des gens qui devraient être logés. Donc voilà, David Kimmelfeld a fait voter presque 2 millions d'euros pour surveiller les bâtiments vides, donner cet argent à essayer de loger les gens. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, là, on marche sur la tête. Hein. Il y a, par rapport à ce que tu dis, il y a un lieu à un moment donné qui avait été mis à disposition, qui est le Fort Saint-Laurent au-dessus de la place Bellevue, qui avait été mis à disposition d'une association qui est Notre-Dame des Sans-Abris, et plusieurs familles de réfugiés. Alors, ce n'était pas des mineurs, mais de manière générale, c'est des familles de réfugiés qui étaient accueillies là. Ça se passait très bien, une association qui encadre, les choses se passent bien. L'État a décidé de vendre le bâtiment pour en faire un hôtel. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a aussi des choix politiques qui, à un moment donné, sont faits par la majorité macroniste du gouvernement et qu'on peut demain s'y opposer grâce aux différentes échéances, grâce à la mobilisation des citoyens. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Serge, ou est-ce qu'on passe aux questions du public? Je pourrais faire la pub de mon asso. Hein, ah bah oui, bien sûr. Je devais amener des flyers, mais j'ai oublié. Hein, l'imprimante n'a pas marché, excusez-moi. Donc, Terre d'Ancrage, jeune association fondée par des étudiants. En fait, c'est assez particulier comme dispositif, donc plus réactif et plus dynamique, mais on n'a presque pas de sous en fait. Hein. C'est un tout petit dispositif avec un dispositif d'hébergement tournant à l'habitant, hébergement solidaire de migrants chez simples particuliers, qui est un dispositif assez original. L'hébergement tournant, si vous prenez le migrant 15 jours, vous vous reposez un mois, parce que le migrant, et vous le reprenez 15 jours. Après, ça a vocation petit à petit à se transformer en colocation solidaire. Et après, on fait plein d'ateliers festifs, culturels, voilà. Donc on va un peu dans tous les sens. Donc c'est pas très structuré, mais c'est la force aussi de cette association, quoi. D'accord, merci pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un sait, par exemple, sur la place Satonnet, qu'est-ce qui s'était passé là pendant quelques semaines? Alors sur la place Satonnet, c'était des familles albanaises et bulgares qui jusqu'à présent étaient dans un lieu vide dans le 9e arrondissement, mais qui était particulièrement... qui était très abîmé, et ce n'était pas du tout un lieu sécurisé, et ils ont été expulsés sans solution de relogement. Donc les familles se sont abritées en quelque sorte place Satonnet, et puis elles ont été ensuite expulsées de la place Satonnet, où elles sont ensuite allées sur la place Colbert. Donc en fait, c'est juste pour montrer l'absurdité de ce fonctionnement qui vise en fait à expulser les familles sans trouver de solution de relogement. Donc en fait, on déplace le problème, mais à aucun moment on s'en saisit réellement. Donc voilà, les familles aujourd'hui sont en partie place Colbert, et d'autres ont trouvé des solutions d'hébergement, mais il en reste encore. Donc, du coup, on revient à cette question du logement. Quels sont les outils qui sont à la disposition d'une mairie d'arrondissement, par exemple? La mairie d'arrondissement ne gère ni la construction de logements sociaux, ni... alors après, on va dire que c'est plus à la marge sur des gens qui, par exemple... Ça va être un sujet d'intérêt pour toute la presse nationale, ça te fait pas peur, ça? Non, je pense justement que c'est plutôt intéressant. Ce qui m'avait frappé quand Gérard Collomb est devenu ministre de l'Intérieur, c'est que la presse a découvert Gérard Collomb. La presse nationale ne le connaissait pas, elle l'a découvert, et s'est aperçu d'un certain nombre de mesures qu'il avait pu faire à Lyon, notamment sur la question des migrants, ou d'autres, avec la question du grand stade, et qui étaient à ce moment-là peut-être des sujets qui auraient pu être d'envergure nationale, mais que ça n'intéressait pas. Il y avait ce côté un peu parisien. Et donc c'est vrai que depuis que Gérard Collomb est devenu ministre de l'Intérieur, on a un regard un peu plus poussé au niveau national sur la ville de Lyon. Et on peut que s'en réjouir. Et en tout cas, ça permet aussi de montrer le contraste. Et vraiment, j'insiste sur cette idée des deux Lyons, du Lyon actuel de Gérard Collomb. Et en même temps, on voit bien qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, alors que ce soit sur les Pentes, mais aussi dans le 7e, dans d'autres arrondissements, il y a une soif aussi d'un autre Lyon, d'un Lyon, on va dire, libéré du système Collomb, qui aujourd'hui s'incarne par des initiatives solidaires, culturelles, citoyennes, qui ne se revendiquent pas forcément d'un parti politique, mais qui agissent vraiment au niveau local. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à tous s'appuyer là-dessus pour pouvoir
voilà, qu'on réfléchisse un peu à qu'est-ce qu'on veut, quel est notre regard, quelle fabrique pour la ville de demain. C'est ça l'enjeu travail à pour faire. les décennies même à venir, c'est-à-dire repenser les institutions de la démocratie, y compris à l'échelle locale. Est-ce que tu es inspiré par des trucs comme Éric Piolle, donc le maire de Grenoble? Oui, avec Éric Piolle, on a tissé quelques ponts sur un certain nombre de dossiers, notamment la question effectivement de la démocratie participative. Ils ont mis en place des conseils citoyens. Parce qu'Éric Piolle est arrivé au pouvoir avec une liste qui mélangeait. Il y avait des écolos, je crois. Il y avait parti de gauche. Le PG, les écolos et les citoyens. Et un tiers, en gros, qui étaient des associations, des citoyens, et qui, du coup, sont arrivés tous main dans la main à faire une liste et qui maintenant occupent la mairie de Grenoble. Alors, il paraît que ça pose quelques problèmes aussi. C'est qu'ils ont aussi vidé le tissu associatif d'un certain nombre de ses cadres et que ça pose aussi un certain nombre de... Il y a quelques contradictions, ça pose quelques problèmes, notamment dans le rapport maintenant aux associations qui parfois vont s'opposer aux décisions de la mairie. Comment ça se passe? Du coup, il faut les endormir en disant non, vous savez, je suis de votre côté, machin. Mais bon, c'est un progrès tout de même. Mais je suis pas le porte-parole d'Éric Piolle. Non, j'entends bien. J'entends bien, mais la question, elle est la même à Barcelone, tu vois. Oui, non, mais tu as raison de poser cette question. Et je crois que Grenoble, c'est aussi pour nous une expérimentation. Ça montre aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On a bien vu que la question budgétaire, notamment, quand l'État a contractué les subventions, en fait, en quelque sorte, aux collectivités, et l'austérité, en fait, que ça découle, on a bien vu qu'à Grenoble, ils étaient face à cette problématique-là et ils l'ont. Moi, j'étais pas dedans, mais d'un point de vue extérieur, on peut se dire qu'il y a eu peut-être à un moment donné des choses à revoir. Et c'est vrai que du coup, comment dire ça nous interpelle nous-mêmes dans demain quelle ville on veut faire pour essayer d'anticiper ces problématiques-là et notamment sur les choix budgétaires. Donc Grenoble, on peut aussi quand même saluer les différentes expérimentations écologistes qui ont été mises en place sur notamment la suppression de la pub dans le centre-ville ou autres, qui sont effectivement des choix innovants et voilà, et c'est une expérimentation. Alors on voit, il y a des fois ça marche, des fois il y a des trucs qui marchent pas, mais il faut le prendre pour une première étape, une première pierre, et il faut s'inspirer de ce qui a pu être bien fait, quoi. On va maintenant ouvrir peut-être les micros. Vous pouvez venir du coup vous asseoir là pour parler peut-être du rôle du citoyen dans la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, venez donc. C'est quoi une ville comment on développe une ville qui ne soit pas sur le modèle colon? Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces années colon? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Ministre de l'Intérieur. Ouais. Yves Bauton. Je voudrais poser une question sur ta perception des prochaines élections. À mon avis, les prochaines échéances, c'est la réélection de Collomb à la ville de Lyon. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a été élu en 2014 avec une majorité qui était composée de PS, de Verts, etc. Tout ça, depuis, a explosé. Donc, théoriquement, en se représentant, tous les élus de la ville de Lyon ne sont plus tenus par les engagements qu'ils avaient avant en 2014. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils puissent être réélus. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les élus actuels ne prennent pas la responsabilité de présenter au moins quelqu'un contre Collomb. Et je suis persuadé qu'il aura forcément la majorité. Rien qu'à gauche, vous avez de quoi... Enfin, tout le monde... Il y a l'union contre Collomb. Et de ne pas arriver à le battre dans une enceinte d'élus, et puis parier sur Collomb comme un avenir pour quelqu'un qui est un élu en disant moi je suis carriériste, je parie Collomb pour l'avenir. Je pense que c'est autre chose. Voilà. Vous parlez là du prochain conseil municipal. Absolument. Voilà. Oui. Pour que tout le monde comprenne, c'est effectivement les élus du conseil municipal qui votent pour le maire de Lyon. Alors, pour information, Nathalie Perrin-Gilbert a présenté sa candidature face à Gérard Collomb pour les prochaines, à ce moment-là, à ce conseil municipal. J'ai malheureusement pas le même diagnostic que vous et qui est bien moins optimiste, puisque la plupart des élus qui sont aujourd'hui au conseil municipal
qu'ils soient socialistes ou même communistes. Alors, ils se revendiquent communistes sans avoir forcément le mandat du Parti communiste, c'est toujours un peu compliqué, mais demain voteront pour Gérard Collomb, tout simplement parce que ils sont en quelque sorte soumis aveuglement à Gérard Collomb et que voilà, mais enfin, Les socialistes, je crois, ont déclaré qu'ils ne voteraient pas. mais les socialistes du conseil municipal sont pour la plupart à la République en marche aujourd'hui. Oui, la plupart Oui, sont passés en marche. Il y en a peut-être un ou deux et qui Oui, mais c'est à retenir qu'ils ne voteront pas. Oui, mais il faudra regarder. Mais non, je pense qu'effectivement, les prochaines municipales seront intéressantes de ce point de vue-là et qu'il faut aussi que les citoyens regardent quand on a des socialistes, quand on a des écologistes ou autres qui ont appartenu à des majorités ou des exécutifs qui ont voté le budget des macronistes, et ben peut-être aussi s'interroger sur leur propre cohérence politique. Donc, il faut aussi qu'en tant que citoyen, on aille un peu creuser aussi les différents votes, les différents entre le discours et les actes. Voilà, je pense que c'est important. Et après, il y a aussi un décalage entre certains élus de partis politiques et les militants qui peuvent avoir un engagement sincère en vue d'une ville plus écologiste, plus sociale, mais qui ont des élus qui, eux, en revanche, ont un autre sont regard. parfois tenus par leur contingence aussi locale et leurs arrangements aussi peut-être locaux. Et un peu de ça, c'est-à-dire que Collomb, le système Collomb, il est tentaculaire, il est un peu partout, et oui, ça doit être difficile. Moi, je trouve que ça se voit particulièrement avec les députés qu'on a sur Lyon. En fait, la plupart sont des anciens PS qui sont passés à La République En Marche et qui ont été élus. Les députés qu'on a sur Lyon, il n'y a aucun nouveau député comme il y a pu y avoir dans le reste de la France. C'est des proches de Collomb qui étaient soit UDI, soit Modem, soit PS, et qui sont passés à La République En Marche et qui ont tous été élus. Donc c'est comme ça que le système Collomb fonctionne. Il ne fonctionne pas avec une étiquette politique, en fait. Il fonctionne avec un réseau de personnes. Et Collomb, il s'en fiche, lui, des étiquettes. Il a été PS pendant des dizaines d'années. Maintenant, il est En Marche, mais pour lui, ça ne change pas grand-chose. Lui, il se base sur son réseau. Et il est prêt à lâcher l'étiquette En Marche, si ça l'emmerde. Il avait lâché l'étiquette PS en 2014 déjà. Ces députés sont très critiques à propos de Collomb. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a vraiment un décalage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, merci, qui veulent réagir sur le système Collomb? Ça bouge beaucoup moins les... Oui, vas-y, viens. Il faut, parce qu'en fait, vu que c'est rediffusé, vaut mieux venir prendre le micro, si tu veux dire un truc. Oui, mais il faut quand même prendre le micro. C'était surtout une question. Donc, vous disiez que la métropole avait plus de pouvoir que la mairie. Et donc, pourquoi Collomb ne revient pas à la métropole? Alors, moi, je vais te répondre sur ça. Mon avis, c'est parce qu'il n'est pas sûr de la remporter, contrairement à la mairie. Parce que, alors, je ne sais pas si Elliot, tu seras d'accord avec ça, mais la métropole, c'est la première fois que le président de la métropole va être élu au suffrage universel, parce que précédemment, il avait été nommé. Et là, il va y avoir des vraies élections dans la métropole. Et le problème de la métropole de Lyon, c'est qu'il n'y a pas que Lyon. Il y a toutes les communes aux alentours. Tu as tout l'ouest lyonnais, uniquement des maires de droite. Tu as Vénissieux, PCF, et tu as des communes qui ne sont pas forcément proches de Collomb. En fait, il est un peu... Paradoxalement, Lyon est un peu isolé dans la métropole de Lyon au niveau des communes, même si c'est celle qui a de loin le plus de poids. Je ne suis pas sûr à 100%, et à mon avis Collomb non plus n'est pas sûr à 100% qu'il pourrait être réélu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a annoncé qu'il ne briguerait pas la métropole, à mon avis. Okay. Donc, il est plus sûr de gagner. Okay. Et sinon, du coup, quand j'en profite, j'ai une autre question, c'est pourquoi il est parti aussi vite? Enfin, du jour au lendemain, c'est quand même... Enfin, je comprends qu'il veuille rentrer et puis préparer l'élection, mais du jour au lendemain, il y a quand même un... Non, apparemment, je sais pas, de ce que j'ai lu, hein, l'accumulation des casseroles de Macron, machin, ont fait que bon, ça devenait il était temps de se barrer, y compris pour sa propre crédibilité. Ça devenait pénible aussi de devoir porter. L'affaire Benalla a vraiment mis un gros coup à la crédibilité. Il a menti devant le Sénat, Collomb, quand même. Donc, ça fait un peu lourd, quoi. Ça fait un peu lourd qu'on vienne le chercher. Il y a la situation à Lyon aussi. Dans plusieurs articles, on évoquait un meeting à Villeurbanne, qui était en fait pas vraiment un meeting, mais une rencontre avec les élus et les militants En Marche. Et apparemment, d'après les journalistes qui ont écrit des articles là-dessus, Collomb se serait rendu compte à ce moment-là qu'il n'avait pas tant de soutien qu'il pensait. Même s'il rentrait à Lyon toutes les semaines, qu'il faisait un max de visites à Lyon en tant que ministre de l'Intérieur, il s'est aperçu que les élus se débrouillaient un peu sans lui. Et certains journalistes pensent que ça a un peu fait office d'électrochoc en se disant « Merde, il faut que je rentre maintenant, en fait, je ne peux pas attendre les Donc européennes. » il a eu peur, quoi. Merci. Merci. Alors peut-être revenir sur le rôle de, c'est pas très clair, la métropole, cette exception.
au niveau des c'est Collomb qui a voulu ça. C'est quoi ses pouvoirs par rapport au département, au machin? Mais en fait, la métropole a, comment dire, Qu'est-ce pris qu'elle les a de si pouvoirs du particulier? a département. pris le pouvoir, ouais, exactement, on a pris est le plus dans le pouvoir du département du Rhône. département. Oui, C'est-à-dire c'est ça. que- Vous que- regardez une carte des départements. Nous, on n'a pas de la métropole est département, un en fait. trou noir au milieu, c'est ça? Mais en fait, c'est que toutes les compétences du département, donc c'est-à-dire l'action sociale, les solidarités et autres, sont maintenant au sein de la métropole. Et on a bien vu que la mise en place de la métropole n'a pas du tout été anticipée. Déjà, elle n'a pas du tout été concertée. À l'époque, c'était sous le précédent mandat, c'était Michel Mercier, donc qui était lui président du département, et Gérard Collomb qui avait gratouillé ça autour d'une table à tous les deux. Et ils l'ont présenté à l'ensemble des élus. Et elle s'est mise en place de façon assez radicale au 1er janvier 2015, je crois, ou 2014. Et il n'y a pas eu du tout d'anticipation, ne serait-ce que sur la question des services. Et on voit bien qu'encore aujourd'hui, ça crée un certain nombre de confusions quand nous, en tant qu'élus ou quand des citoyens, voilà, essaient d'interpeller sur telle ou telle situation. On ne sait pas vraiment si c'est de tel service ou tel service. Et que voilà, ça n'a pas du tout été anticipé. Mais l'objet de cette métropole, c'est quoi? C'est d'en faire encore une fois une vitrine. Très clairement, c'était d'en faire une vitrine. Gérard Collomb parlait souvent à chaque conseil métropolitain ou à chaque conseil municipal du rayonnement de la ville de Lyon et de sa métropole au niveau européen, au niveau international. Et cette idée d'être un peu avant-gardiste, en tout cas, c'était son ambition. Mais moi, je crois à l'inverse que... il a créé son association là, qui s'appelle Un temps d'avance. Moi, je crois vraiment que Lyon est très en retard sur un certain nombre de domaines, notamment sur l'accès à la culture, on l'a vu sur l'action sociale, sur la question aussi de l'éducation, sur la question démocratique. On voit que Lyon est en retard sur un certain nombre de domaines. Donc voilà, en fait, la métropole était vraiment son objet créé pour lui. Et même si effectivement, ça sera peut-être plus compliqué pour lui d'avoir la métropole, je pense quand même qu'il est encore aujourd'hui très intéressé pour essayer de se représenter là-bas. Mais bon, au-delà de la personne de Gérard Collomb, parce que bon, c'est pas non plus ce qui doit nous je pense... Oui, d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. C'est si les gens sont prêts peut-être à tourner la page Collomb, est-ce qu'ils sont prêts à faire le deuil de l'image de Lyon telle que Collomb leur a présentée, c'est-à-dire, oui, métropole européenne, avec bien insérée dans la mondialisation, avec des startups, avec des machins. C'est-à-dire ce que Collomb a contribué à faire de Lyon. Est-ce que ça ne va pas rester comme image? Est-ce qu'ils ne vont pas se rechercher? Est-ce que ça n'a pas forgé, y compris leur identité de Lyonnais? Mais je crois que c'est même ceux, parce ouais, que tu me parlais des ouais. deux Lyon, machin, mais même ceux qui ne sont pas dans cette move start-up, machin, est-ce que du coup, ils n'ont pas assimilé que Lyon, c'était ça, de toute façon, et que c'était peut-être eux qui étaient en trop, au pire? Oui, mais ça, c'est toute une bataille politique et culturelle à mener. Je crois que aussi dans les conséquences un peu néfastes de la métropole, c'est son côté qui bouffe tous les autres territoires. C'est qu'on voit bien qu'un certain nombre de territoires aujourd'hui sont complètement pillés en quelque sorte de la question du développement économique ou autre, ou même de leurs compétences sur la politique des transports par le pouvoir métropolitain. Notamment le département du Rhône. On a les services de pompiers qui sont la métropole de Lyon. La préfecture du département du Rhône n'est pas dans le département du Rhône, ce qui est quand même assez incroyable. On se retrouve avec un département totalement affaibli, quoi. C'est des territoires ruraux. On se retrouve avec Villefranche-sur-Saône en plus grande ville. Et des services qui ne sont pas dans le département dans lequel ils interviennent. C'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel et ça montre aussi que ça a été fait totalement n'importe comment, cette métropole. Et par rapport à ce que tu disais, moi je pense qu'on peut réussir à faire d'une métropole rayonnante, mais pas de la même manière, c'est-à-dire pas d'en faire un objet marketing ou une start-up ou je ne sais quoi. Only Lyon. Avec exactement, même la création d'une marque, en fait. Only Lyon, c'est la marque de la ville de Lyon. Donc ça pose quand même question de qu'est-ce que l'objet ville ou urbain. Et je pense qu'on peut décider de faire de notre métropole quelque chose de rayonnant dans toute l'Europe par sa politique culturelle, par sa politique de l'action sociale et de solidarité, par un certain nombre d'innovations écologiques. Et je pense qu'on peut faire rayonner la ville, mais avec évidemment un autre volet qui n'est pas celui de l'attractivité ou de la marque et autres, quoi. Enfin, en gros, une ville inclusive plutôt qu'une métropole libérale, quoi. Très bien. Est-ce que ça ferait pas office de mot de la fin de la discussion si personne ne se sent d'intervenir encore pour boucler cette question de Collomb?
Pas tellement, hein, mais ça c'est le truc, c'est quand tu prends des sujets un petit peu, tu sais, proches des habitants, ou alors tu dis les véganes, alors là t'as ouais non, ouais, le féminisme, ouais non, trop pas. Alors là ça arrive sur les institutions ou Gérard Collomb. ou Gérard Collomb. Là je pense que ça fait l'unanimité ici. En tout cas merci de nous avoir aidé à y voir un Merci, peu plus Elliot. clair dans le retour Merci, de merci à Gérard vous Collomb. pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci comme d'habitude à l'Aquarium. Et puis nous, de toute façon, la discussion reste ouverte. On reste dans le coin, on continuera la discussion. Voilà, le bar reste ouvert. Et on va se retrouver du coup le mois prochain. À moins que Baptiste ait un mot à dire. Non, c'est bon, on clôt. On ouvre le bar et on clôt. Et on peut continuer à discuter. Tu restes un peu, toi, à discuter ? Oui, voilà, tout le monde reste un petit peu discuter. Voilà. Merci beaucoup et à la Merci. prochaine fois. Lifestyles of the broke and the nameless, hoping the strangers are post and they save us from being broken. We chose to be famous by bringing that dope that we wrote in the chambers. Kanye flow, my jigger, no, we major, we major, we major. Not around ways, fuck a pager. Get hip to the savior, hop into the manger, toast to the sun. I'm the star in the